16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité humoriste, acteur français, visage de la série Demain nous appartient, longtemps en duo avec Tom Leb. Kevin Lévy vient nous présenter son spectacle Cocu en tournée. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Kevin Lévy. Comment ça va? Eh bien moi je suis ravie de vous revoir. Et moi donc, je suis trop C'est la content d'être là. deuxième fois qu'on se voit. Oui, exactement. On s'était vu, je vous avais reçu en coup de cœur. Exactement. Et vous étiez venu nous voir. Je suis ravie de voir que mes coups de cœur percent parce que ça fait plus d'une fois où Et je ouais. vois les coups de cœur évoluer. Je suis Et tellement heureuse. merci de m'avoir invité parce que ça avait mis de la lumière sur le spectacle qui démarrait. J'étais au Beau-Saint-Martin, c'était galère pour remplir et tout ça. Le coup de cœur a été vachement bien parce que du coup maintenant ça marche grave. Et donc merci du fond Je du suis cœur. hyper contente pour vous. On va en reparler bien évidemment et parler de toute votre carrière parce qu'il y a eu du chemin depuis. Et vous connaissez l'ADN de cette émission. Tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On démarre alors par le début, toujours le début. Kevin Lévy, j'ai des informations qui sont peut-être erronées, donc n'hésitez pas à me contredire si je me trompe, parce que j'ai quelques petits éléments que j'ai pu recruter un peu partout. Vous êtes né le 28 mai 1988 à Paris. Vous avez grandi avec une famille, avec plusieurs frères et sœurs, dans un contexte de famille recomposée, je crois savoir, avec vos parents. Ghislain, de mémoire, peut-être pas loin. Jocelyn, voilà, j'étais pas loin. Christine, attachée de presse. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu? J'ai eu une enfance plutôt heureuse, mais avec des parents qui divorcent, des vies difficiles. Du côté de mon papa, c'était moins évident pour lui. Il a dû se bagarrer pour plein de problèmes qu'il a eu, mais en étant là, sans être là, c'était vraiment un père pote, plus qu'il savait pas en quelle classe j'étais, par exemple. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a été pour moi très important, surtout qu'il est malheureusement parti, mais il a été présent dans l'ADN que je suis et dans la droiture que je tente d'avoir. Il m'a inculqué 3 valeurs qui sont parole, honneur, respect. Et ça, je pourrais jamais le remercier autant de m'avoir donné tout ça. Et une maman, la vraie mère Feuge à fond, toujours présente, toujours là. Voilà. Après, elle s'est remariée 2 fois. Elle a eu donc 2 autres enfants de 2 autres unions. Et j'ai eu la chance d'avoir des beaux-pères assez fantastiques. Donc ça allait, mais ça fait beaucoup de monde, donc beaucoup d'histoires. Et il faut essayer de grandir au milieu de tout ça, avec l'éducation différente de chacun, les familles recomposées, les certaines personnes qui vont dire du mal. Il faut essayer de se sortir un peu de tout ça et de se trouver son propre soi, qui est parfois pas évident parce qu'on peut se perdre dans tout ça. Et du coup, ça fait de vous quel genre de petit garçon? J'étais très hyperactif. Vous l'êtes resté, oui. je crois. Hyperactif, sans prétention, je crois, profondément gentil, mais qui a tout le temps envie de faire le con, envie de faire rire. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je fais aussi ce métier, c'est que depuis tout petit, j'avais envie de ça. Ouais, depuis tout petit, vous avez cette passion en vous. Vous avez toujours su que vous seriez acteur ou que vous seriez dans ce métier? Non, je savais même pas ce que c'était en fait, donc j'avais pas trop d'idées là-dessus. Moi, je voulais être champion de tennis, mais bon. Le niveau? Ah non, j'étais pas mal, mais non. À un moment donné, les filles sont arrivées, donc on arrête la raquette et on fait autrement, on commence à draguer. À l'âge de 16 ans, vous allez débuter une formation artistique et obtenir un diplôme à l'Académie internationale de comédie musicale. Je crois même que vous avez enseigné ou que vous enseignez toujours aujourd'hui là-bas. Alors, j'enseigne plus, mais oui, à un moment donné, j'ai donné des cours là-bas. J'aimais bien transmettre ce qu'on m'avait appris aussi, donc c'était intéressant pour moi. Et c'est justement ce que j'allais vous demander. Quel est le conseil que l'on vous a transmis et que vous avez retransmis par la suite? Mais le travail, parce qu'on pense que c'est un métier qui est facile, mais en fait, quand on est invité, sauf vous, puisque vous faites des coups de cœur et donc vous invitez des artistes qui émergent et qui tentent de s'en sortir, mais en fait, les années de galère, moi j'ai plus de 20 ans à galérer, à essayer de remplir des salles, à tenter des expériences dans l'écriture, dans la musique, on se cherche. Et donc si on n'est pas travailleur et qu'on n'est pas solide, il y a tellement de tempêtes, tellement de difficultés, tellement de gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas fait pour ça, que se raccrocher au talent, je pense que c'est une énorme connerie. Il faut surtout s'accrocher au travail et se dire je lâcherai pas, comme un sportif de haut niveau en fait. La seule différence, et la passion, la passion, s'il n'y a pas de passion, c'est même pas la peine, mais la seule différence avec un sportif de haut niveau, c'est que le sportif de haut niveau, Nadal, il prend 14 Roland Garros,
tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il a gagné. Donc, C'est ça. alors que l'artistique, c'est une énergie. C'est-à-dire, est-ce que tu vas plaire pour tel rôle? Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Donc, faut rester dans son couloir, travailler et se dire qu'à un moment donné, s'il m'ouvre pas la porte, je vais passer par la fenêtre, quoi. Vous êtes un artiste multitalent, on va le voir dans un instant. Vous allez commencer une carrière de comédien-chanteur. Vous vous souvenez de votre toute première fois sur scène, peut-être celle qui vous a convaincu d'avoir le goût de ce métier? Je pense que c'est quand j'ai fait un spectacle qui s'appelait Le Portrait de Dorian Gray. Et donc, je faisais Dorian Gray, j'avais 17 ans. Et à la fin, je me souviens, il y avait toute la troupe et je saluais en dernier. C'est un peu comme Daniel Lévy dans Les 10 Commandements, j'avais ça dans la tête. C'est Et, beau. ouais, et j'arrive pour saluer et c'était au Café de la Gare et les gens se sont levés. Waouh. J'ai eu un standing, alors c'était pour la pièce, mais quand moi même. je l'ai pris pour moi puisque je suis le dernier à rentrer. Et là j'ai dit, wow, c'est l'adrénaline que ça provoque, j'ai dit, wow, c'est impressionnant. Et je Vraiment. veux que ce soit ça ma vie. Ouais, et en plus, c'est pour ça que je me sens de plus en plus aligné parce que j'ai trouvé pourquoi j'étais ici dans cette vie, c'est de transmettre des émotions, essayer de rassembler les gens. Et bah là aujourd'hui c'est les faire marrer, peut-être demain c'est de les faire pleurer, mais transmettre une émotion pour essayer de les sortir d'un quotidien qui est parfois compliqué, parce que cette société je la trouve de plus en plus compliquée. Et quand ils viennent voir le spectacle, pendant 1h30 ils se marrent, ils oublient tout. Et je sens qu'ils en ont besoin de cette liberté de rire de tout et de se marrer. Ouais. Absolument. Et j'ai compris que j'étais ça. Donc en fait, c'est un métier, je suis un bouffon. Et le public, c'est le roi. Donc moi, je suis là pour eux, pour les divertir et les amuser. Et ça, j'ai compris que c'était pour moi dans cette vie, enfin dans ma vie là, actuelle, je suis aligné grâce à ça. On va en parler avec votre spectacle où il y a beaucoup de choses à dire parce que, bon bref, on va le développer dans un instant, je ne veux pas spolier tout maintenant. Tout d'abord, vous allez jouer dans de nombreuses pièces et spectacles, notamment, vous l'avez dit, Le Portrait de Dorian Gray, juste avant Clémenceau, La Tranchée des baïonnettes ou en même temps, Bonchamp, la Force du pardon, Peter dans la comédie musicale Anne Frank, il va y en avoir d'autres, Un violon sur le toit, La Route fleurie, Le Chanteur de Mexico. Il y a aussi La Revanche d'une blonde, c'est là que vous rencontrez Aurore? Non, c'est encore avant. Encore Aurore, avant je la Non, rencontre. Faut pas pousser? Non, encore avant. Encore avant. Je la rencontre à l'ICOM, quand elle est rentrée et moi je l'école. sortais. C'est live. À l'école. Et puis vous allez mettre en scène Un an dans une baignoire. Vous allez connaître ensuite un grand succès sur scène avec le spectacle comique Kevin et Tom. Vous étiez en duo avec Tom Leb. C'était surtout peut-être un grand moment d'amitié entre vous, un peu comme deux frères. Ah ouais, c'est un coup de foudre amical, amitié. C'est comme deux frères, comme deux âmes qui devaient absolument se retrouver pour peut-être finir quelque chose, je sais pas. Mais je l'ai vu, cette espèce de grand beau gosse avec ses yeux bleu ciel. Bon, déjà, c'est très agaçant quand il rentre dans une pièce parce qu'il est. Après, il s'est mis à chanter, donc j'avais déjà énormément d'admiration pour lui, toujours d'ailleurs. Et on a juste ri. Il y avait rien de compliqué. C'était facile. Et on a écrit un spectacle, je crois, en 2 mois. On s'est retrouvé en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et c'était tous les deux. Et un duo, c'est difficile parce qu'il y a 2 éducations, il y a 2 énergies. Et on a réussi pendant 7 ans à trouver cette osmose et cette amitié et cet amour qu'on a toujours et qu'on aura pour la vie. Vous êtes restés en effet 7 ans ensemble sur scène à Paris, en tournée en Belgique, en Suisse, avant de vous lancer en solo. Et je crois que vous m'aviez parlé d'une histoire entre vous deux, justement. C'était la première partie de Gad Elmaleh. Ouais. Une histoire de chaussures. Ouais. Il m'a dit pourquoi il a fait ça, je sais pas. Mais non, mais parce on rentre de chaque côté de la scène. Et donc, t'es à l'Olympia. Enfin, c'est quand même le boss, quoi. C'est Gad. Et les gens, il y a une voix off qui dit, mesdames et messieurs, première partie, Kevin et Tom. Là, on entend, oh. Donc déjà, faut y aller. Ouais. On a 13 minutes pour les convaincre, juste avant le boss. Et lui, il vient me voir, Tom, juste avant d'y aller, mais 1 minute. Il me dit, hey, j'ai une idée, je rentre sur scène, mais genre avec ma basket à la main. Il dit, non, c'est une idée de merde, ça, tu fais pas ça. Il me dit, mais si, ça va être très drôle. Et il se barre. Je dis, ben non. On rentre sur scène, c'était des Converse, mais hautes. Il rentre avec la pompe dans la main. Donc, t'as les 3000 personnes qui sont devant. Ils comprennent pas pourquoi. Non. Et lui, il est tout content. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je vais remettre ma pompe. Mais c'était des Converse comme ça. Donc, pendant 3 minutes, il est en train de faire, enchaîne, pardon, enchaîne. Je dis, mais je suis à l'Olympia, mais il est con, quoi. Et du coup, ça a créé un moment. Parce que Gad, qui était en quiz, il dit, mais ils sont barjots, ces deux-là. Mais ils sont quand même pas en train d'improviser là. Et la salle était par terre. Ils se sont marrés Ils comme ont des ouf. rigolé de ce Oui, parce moment-là. que je disais ça, là. Ils savaient pas qu'il fallait remettre la pompe et qu'elles sont hautes. Il faut mettre les lacets, les machins. Donc les gens se marraient en disant, mais ils sont complètement cons, les deux. Donc c'était assez drôle, ça. Est-ce que vous avez eu peur de l'après?
Parce que quand on est avec quelque chose qui cartonne, Ah parce bah. que vous avez été récompensé, je crois, pour votre spectacle. Enfin, Oui. ça a été quand même un grand mais moment. c'est- 7 ans d'une vie, c'est énorme. Ouais, mais c'est terrifiant. L'après Kevin et Tom, moi j'ai pris une bonne châtaigne quand le duo s'est arrêté, parce que je me suis dit, mais est-ce que déjà les gens vont se dire, oh, tiens, on va le voir tout seul? Ils vont forcément comparer. Mais quand tu as vu un spectacle au bout de 7 ans qui est abouti et que tu arrives tout seul et que il faut le rôder, bah, tu prends des tartes en disant, bah, il y a 100 tomes, il est pas drôle. Pour moi, c'était le plus dur. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, j'en ai rien à branler, j'y vais, je propose ce que j'ai à faire, et puis c'est apprendre ou à laisser. Je me suis enlevé ce stress. On va en parler dans un instant, Kevin et Vie, mais d'abord, puisqu'on parle de fraternel et de frère, j'ai envie de parler d'une chose un peu intime, une douleur peut-être dans votre vie importante. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire que je trouve tout à fait intéressante, très puissante, qui va parler de votre histoire intime et de votre sensibilité aussi, parce qu'il y a un rêve Ah oui, oui. à raconter. Et parce que aussi tout à l'heure vous avez dit peut-être que Tom quelque part c'est venu réparer quelque chose. Il y a eu un mot un peu comme ça. Ouais, oui, parce que j'ai donc perdu mon grand frère il s'est tué en scooter. Et donc c'est vrai que c'est l'accident. En plus j'étais en tournée avec Tom, on allait jouer quand on m'a appelé. Donc j'ai fait demi-tour parce que c'était un peu compliqué. Et on savait pas ce qu'il avait fait ce soir-là. Et donc son meilleur pote me dit, est-ce que tu as son code de portable pour ouvrir? J'ai dit, mais non, je l'ai pas. Puis on est tous un peu shootés de ce qui s'est passé. Et bref, le temps passe et quelques semaines après, je rêve donc de mon frère, où c'est un photocall. Il arrive, il me calcule pas forcément, mais on fait une photo, je sais pas pourquoi, on boit du champagne. Et avant qu'il parte, je l'attrape le bras, je dis, attends, mais c'est quoi ton code de portable? Il me donne son code de portable. Je me réveille en sursaut. J'appelle son pote, je dis, essaye ce code, il le fait et le portable s'ouvre. Purée. Et là, je dis, mais quand même, c'est assez fou qu'il est venu dans mes rêves. Il est venu me parler, il est venu me dire quelque chose. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que je crois fort à... On est bon, c'est la Neshama, tu sais, le moment où tu es au plus proche de la mort. Et je me dis, et si les gens qui étaient partis, ils venaient nous voir dans les rêves pour nous parler comme une autre réalité finalement. Bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a un peu marqué. Et quand mon père est parti, j'en ai eu plein des comme ça. Mais vraiment, putain, je vais me faire chier. Je suis très sensible à ce genre de choses. Évidemment, j'étais obligée de Non, vous mais mettre bien sûr. là-dessus parce que je trouve ça complètement dingue comme histoire, ce que vous nous racontez. Ouais. Et forcément, il y a d'autres choses après. Alors, il y a eu d'autres choses avec votre frère, je l'ai entendu, ça a nourri pas mal de choses. Mais d'une certaine manière, ça a nourri aussi peut-être votre parcours personnel Bah, et professionnel. ouais, parce que moi je dis que la définition du bonheur, c'est vivre l'instant présent, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, puisque de toute façon ça va s'arrêter, il n'y a pas de surprise, c'est dans le contrat. Et quand enfin là, en 2023, notamment quand j'ai perdu mon père, ça a été vraiment un raz-de-marée, mais je me suis dit, putain, il y a ma grand-mère qui est là, et elle, par contre, elle perd son fils. Ouais. Donc j'ai mis un peu de recul par rapport à ça, mais j'ai été très alerte aux signes qu'ils pouvaient m'envoyer. Et vous en avez eu beaucoup? J'en ai eu beaucoup. Je l'ai senti par l'odeur. Mais t'es vétiver de Guerlain, donc parfois j'avais des effluves. Ça se retient. Ouais, et je me disais, waouh, c'est pas osé. Et j'entendais sa voix. Je l'ai entendu pendant 1 an. Vraiment 1 an. Et au bout d'1 an, donc on a fait les 1 an. Et j'ai mis 1 an à écrire une chanson qui s'appelle Pas à Pas, qui est donc un hommage pour lui. C'est ma prière à moi, quoi. Et que je chante tous les soirs sur scène maintenant. Et c'est lui qui m'a dit, mais là sur scène, j'entendais ça, il faut que tu la mettes, parce qu'elle n'était pas du tout dans le spectacle. Et j'en parlais à Aurore, elle me dit, mais non, ça n'a rien à voir avec le spectacle, ça va être bizarre et tout ça. Et puis un soir, je me suis mis au piano et je l'ai faite. Il y a eu un silence dans la salle, une émotion, un truc qui s'est passé. Je me suis dit, bah ouais, mais en fait, le rire et les larmes, Ouais, ça va ensemble. c'est 2 sentiments qui sont tellement proches. Et surtout, je suis fait de ça. Moi, je suis un hypersensible. Je fais évidemment le con 100%, mais je chiale pour rien. Enfin, j'ai beaucoup d'émotions en moi qui sont là. Et donc, c'est le moment que j'aime maintenant de plus en plus dans le spectacle, que je préfère, parce que j'ai l'impression qu'il est là et qu'il est connecté. J'ai joué aux Arènes du Crest, je crois que c'est ta région, à côté de Montpellier. Il y avait 1800 personnes.
Et le ciel, c'est ouvert puisque c'est en extérieur, c'est une énorme arène. Et quand j'ai chanté cette chanson, mais vraiment c'est vrai, hein, je vais encore chialer, j'ai levé la tête et le ciel était plein d'étoiles. Il y avait plein d'étoiles. Et il y a eu une étoile filante qui est passée pendant que je chantais. J'ai dû m'arrêter tellement j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas le hasard. Elle aurait pu passer pendant que je fais le con sur un autre truc, tu vois. Mais à ce moment-là, au moment où j'attaque le premier refrain, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est incroyable. Je crois trop en ça. Bah oui, parce que quand ça nous arrive, forcément, on est tenté de voir tous ces signes-là qui arrivent et d'y croire surtout et de se dire qu'on nous envoie des messages. Et puis j'imagine que ces messages sont pas là pour rien parce que ça suscite de l'émotion, ça suscite des réactions et puis ça change un peu le cours des choses dans notre vie. Ouais, et puis de se connecter à... Plus grand que soi. Ouais. Je pense que ça nous aligne aussi à quelque chose. La foi, c'est beaucoup de pudeur d'avoir de la foi. Moi, la religion, par exemple, moi, mes cousins sont extrêmement religieux, mais ils sont d'une droiture incroyable. Et donc, leur vie est en fonction de la religion et pas l'inverse. Mais ils ont une façon de penser et de vivre avec un respect pour l'autre qui est exceptionnel. Donc, je suis vraiment très admiratif de ça et je pense que ça nous aligne. Mais après, chacun fait sa foi comme il veut. Chacun a sa prière. Moi, ma prière à moi, c'est la musique. Chacun fait comme il peut, mais je trouve que ça t'aligne quand même à quelque chose. Vous parlez de la musique, on en parle dans un instant, vous parlez de la foi, j'ai aussi envie de parler avec vous de la résilience parce que depuis quelque temps, vous avez commencé à jouer votre premier spectacle qui s'intitule Cocu. C'est au spectacle de la Gaîté Montparnasse. C'était, je crois, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et maintenant à la Cigale. Au Beau Saint-Martin, maintenant à la Cigale et aussi en tournée. Ce spectacle résume ce que vous avez vécu. Après 9 ans de relation, c'est une histoire vraie. Comment on se remet de ça, Kevin Lévy ? En riant. Il reste que ça. Faut rire, faut se remettre en question, faut mettre l'ego de côté, faut se dire, moi j'ai une phrase, je dis personne n'appartient à personne, un couple c'est aussi un projet, c'est une équipe, et puis de temps en temps il y a des sorties d'autoroute, ça peut arriver, après il y a des gens qui pardonnent pas, d'autres qui pardonnent, parfois il y a des circonstances atténuantes, parfois... En tout cas je serai jamais dans le jugement. On est tellement dans une société qui manque de nuances et je trouve que la nuance elle est tellement importante, mais elle est aussi importante dans un couple et dans l'amour. Après, quand il y a une erreur, est-ce qu'on peut appeler ça une erreur ? En tout cas, une sortie d'autoroute, on va l'appeler comme ça. Est-ce qu'on est capable de dire pardon ? Est-ce qu'on est capable de recevoir le pardon ? Et est-ce qu'on est capable de dire je t'aime malgré tout ? Et je pense que l'amour est encore plus fort. Et si t'es aligné et que tu en ris, moi, ma thérapie, c'était d'écrire ce spectacle. Je pensais pas qu'il marcherait autant, mais je pense qu'il y a beaucoup de cocus. Vous le traitez avec humour et émotion, cette expérience personnelle de l'infidélité. Vous dites sur scène, ça fait mal à l'ego, mais il faut rire de tout. C'est ce que vous venez de nous dire maintenant, c'est votre force. On va spolier parce que vous allez comprendre pourquoi, mais l'histoire se termine évidemment bien. C'est aussi l'occasion de dire qu'en amour, on peut tout dépasser, comme vous venez de nous l'indiquer, et que quand on s'aime, pour nos auditeurs, tout est possible. Et est-ce qu'on se dit aussi que lorsque ce genre de choses arrive, c'est pour une raison, et laquelle c'était pour vous ? De me rencontrer. D'accepter mes défauts, peut-être d'amplifier mes qualités, je sais pas, mais c'était de me rencontrer. Ça vous a changé ? Il y a un avant et un après de ce moment-là. C'est-à-dire que ça fait très mal. C'est hyper difficile de se relever. En plus, j'avais plus de travail, il y avait plus de spectacle, il y avait plus de duo, il y avait plus rien. J'étais au fond, je pouvais pas être plus bas. Enfin, si, mais en tout cas, professionnellement et en amour, c'est ce qui fait le socle. J'en avais plus. J'étais seul. C'était mon angoisse d'être seul. Maintenant, j'adore être seul. Alors, je me suis mis à lire beaucoup, à m'écouter, à me comprendre. Je me suis mis à courir beaucoup. Je fais entre 7 et 10 km tous les matins, tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est mon truc à moi. J'étais quelqu'un de très nerveux. Je suis absolument pas. Et la résilience, c'était de toute façon... J'ai rien à perdre. Je vais y aller seul. Je vais l'écrire cocu. Je vais le mettre en jaune. Et je vais maintenant dire qui je suis pour de vrai et sans mentir. Et je pense que pendant des années, après, c'est pas que je mens, mais tu te cherches, tu sais pas. Et là, je me suis rencontré, j'étais prêt. Vous êtes rencontrés, vous, peut-être aussi l'occasion de voir que vous étiez le bon et la bonne, comme un acte révélateur pour les deux finalement, parce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble, vous avez eu un enfant, vous êtes mariés. C'est un déclencheur de beaucoup de choses.
C'est deux personnes qui se retrouvent. Parfois, pour se retrouver, on se trompe pour se retrouver, je sais pas, mais on est deux personnes qui sont complètement différentes. On a grandi. En même temps, quand tu rencontres quelqu'un à 19 ans, 20 ans, quand c'est pour la vie, c'est pas évident non plus. Après, c'est honnête de dire, ça arrive, c'est arrivé. Moi, j'ai pardonné, elle m'a pardonné aussi. Hein. Moi, je me suis pas fait gauler, mais... Parce que vous le dites sur scène, la seule chance de ne pas être cocu, c'est de ne jamais le savoir. Vous soulevez ça. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette question-là. Vous dites aussi, quand t'es cocu, tout est naze sauf l'alcool. Et on va voir que ça va vous amener à faire des folies. Évidemment, vous la racontez sur scène. On va découvrir la bande-annonce et on revient. Qui, dans la salle, a déjà été infidèle? On est bon là. Moi jamais je t'aurais trahi. Je t'ai trompé, mais je t'ai pas trahi. Mais si tu la trouves avec un mec à l'hôtel, tu fais quoi? Je la quitte. Heureusement que ton père était moins con. Je suis déchiré. Bonjour madame. Bonjour. T'es cocu. Ça se voit. Non, enfin, mais t'as vu ta gueule? Elle pue la défaite. Voilà pour le teaser de ce spectacle qui sera le 5 avril à La Cigale et qui est en tournée. C'est un seul en scène humoristique où vous racontez donc votre histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres, en passant de sketch à stand-up, danse, musique, improvisation. Et vous avez notamment cette chanson que nous sommes en train d'écouter qui reste terriblement dans la tête, Kevin. On vous entend aussi notamment au piano sur L'envie d'aimer et Jaja d'Aya Nakamura entre autres. Il y a une volonté de chant bien assumée dans ce spectacle. Ah ouais. Ben oui, parce que pendant longtemps, on me disait que les gens disaient maintenant t'as trop de vibrato, t'as une voix trop puissante et machin. Et en fait, je me suis dit c'est moi. Donc ça va avec l'alignement, c'est-à-dire maintenant je vais assumer. Donc je chante Caruso par exemple dans le spectacle où je fais des notes très lyriques et je constate que finalement les gens aiment bien. Donc c'est aussi proposer quelque chose de différent que ce qui peut se faire aujourd'hui. Et puis on voit beaucoup de choses avec vous. Il y a le stand-up et surtout vous charriez votre chauffeur de salle. Vous détestez les gens qui toussent. D'ailleurs, vous êtes une super égérie pour Toplexil. Vous parlez beaucoup avec le public, avec une très belle voix, très ancrée, je dirais, surtout une énergie folle. Et vous vivez des moments assez iconiques sur scène. Ah il y a tous les soirs il se passe un truc différent parce qu'il y a des gens qui te racontent des histoires, ils sont sans filtre. Comme je dis, quand on est au théâtre, tout est possible et surtout ce vent de liberté qui souffle dans le théâtre fait que les gens ils se lâchent, ils racontent. Il y en a une fois qui m'a dit je suis avec mon amant et mon mari garde les enfants. Bon, fin du spectacle là, c'est-à-dire elle est là avec son amant. Heureusement que c'était pas filmé pour elle. Non. Vous avez peut-être squeezé un peu la voix ou vous l'avez peut-être pas mis sur les réseaux sociaux. On va écouter un autre petit extrait. C'est compliqué de parler de ce conflit sans se faire défoncer par des abrutis. Des lâches nous insultent derrière leur écran. Mais on est chez les dingos là. Qu'est-ce que t'as? Elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as bu trop de bière? Elle me dit ouais. Mais je suis pas ta pute moi. Je suis pas là. C'est vraiment amuse-nous saltimbanque. Attends, pause, je vais pisser. On n'est pas sur Netflix là, tu mets pas pause. T'as vraiment envie de pisser? Genre t'en peux plus. Genre là, si tu tiens trop longtemps que j'ai de pisser. Attends, genre par exemple si je fais... Il se passe un truc ou pas? Vas-y, t'inquiète pas. Eh bien, on va l'attendre. Voilà, pour ces moments un peu de folie sur scène, vous avez aussi une anecdote assez amusante avec un spectateur qui s'est endormi. Je vois pas comment, avec l'énergie que vous mettez sur scène, je vois pas comment c'est possible. Il était bourré. Ah. Ouais, si je l'ai pas dit ça, mais ouais. Vous démontez pas sur scène en tout cas, mais vous le massacrez, c'est hilarant. Mais non, mais en plus il se réveille pas, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'était mais c'était à Nantes. Je me souviendrai toute ma vie. Le mec s'est endormi. J'ai dit mais extraordinaire ce moment. Ouais, il était rôti complet, pépère. On va continuer à parler de votre spectacle, Kevin Lévy, spectacle que vous serez le 5 avril à La Cigale et puis vous êtes en tournée, spectacle cocu dans un instant. Mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio
7h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'armée israélienne affirme avoir tué un haut responsable de la défense aérienne du Hezbollah lors d'une frappe aérienne hier dans le sud du Liban. Selon Tsahal, l'un des dépôts se trouvait au cœur d'une zone habitée. L'armée accuse le Hezbollah d'utiliser des zones civiles pour stocker ses armes et mettre la population en danger. L'Union européenne a rejeté la décision de l'Iran de qualifier les armées des pays européens de groupes terroristes. Cette réaction fait suite à la décision récente de l'Union européenne de classer les gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste. L'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff doit arriver en Israël demain pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir. Parallèlement, des médias iraniens indiquent que des pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran pourraient avoir lieu prochainement. Des réunions préparatoires sont prévues à Ankara cette semaine, organisées par la Turquie, l'Égypte et le Qatar. Des Palestiniens ont commencé à se rassembler du côté égyptien du point de passage de Rafah en vue d'entrer dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, 150 personnes pourront quitter la bande, 50 patients accompagnés chacun de 2 proches. Par ailleurs, 50 autres personnes seront autorisées à rentrer. Le passage frontalier doit fermer à 16h. Des forces de sécurité syriennes sont entrées dans la ville d'Assaké, dans le nord-est de la Syrie, conformément à un accord conclu la semaine dernière avec les forces kurdes. Cet accord prévoit l'intégration progressive des institutions militaires et civiles kurdes à l'État syrien. Les Kurdes ont accepté de céder certaines zones aux troupes gouvernementales après des mois de tensions et d'affrontements. L'objectif du gouvernement est d'étendre son autorité sur tout le territoire. Enfin, en France, le budget de l'État pour 2026 devrait être adopté définitivement aujourd'hui, après le rejet des dernières motions de censure déposées contre le gouvernement. Le texte a été imposé par le recours à l'article 49.3 avec l'absence d'opposition des députés socialistes. Sébastien Lecornu sera présent au banc de l'Assemblée nationale à partir de 17h. Et merci beaucoup Nina, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on reprend notre émission avec Kevin Lévy et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Voyagez en toute confiance avec Elal. Pour toute nouvelle réservation, profitez de l'annulation jusqu'à 48 heures avant le départ sous forme d'avoir du montant total du billet. Et tout ça sans frais. Offre valable pour toute nouvelle réservation jusqu'au 9 février pour des départs et retours jusqu'au 17 mars inclus sur tout le réseau international d'Elal et de Sundor. Hors billet, light et bonus. Offre soumise aux conditions générales disponibles sur le site web d'Elal. Réservez vite sur elal.com ou via votre agence de voyage habituelle. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Kevin Lévy, qui est venu nous présenter son spectacle Cocu en tournée et le 5 avril à la Cigale. On parlait de votre spectacle juste un petit peu avant la pause, Kevin, et alors que vous avez l'air de tout dire de votre histoire et avec votre franc-parler, vous dites sur scène qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Bah non, oui, on peut pas. Non, parce qu'il faut faire attention à tout. Et en fait, le problème, c'est que je pense que l'être humain, je redis, a oublié la nuance. Et en fait, on peut dire des choses, on peut se tromper, ça arrive. Et on peut aussi dire quelque chose et que l'autre soit pas d'accord avec toi. D'ailleurs, je préfère parler avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi que quelqu'un qui est d'accord avec moi. C'est quand même beaucoup plus enrichissant parce qu'on peut s'apprendre des choses mutuellement. Et on est trop dans une espèce de radicalité. Et justement, rire de tout vient de ça. Si ça te fait rire, tant mieux. Ça te fait pas rire, ben tu t'en vas. Il y a rien de grave là-dedans. Et je pense que si on rit pas de tout, on est perdu. Il faut pouvoir rire de tout. Vous dites que vous êtes adepte du « c'était mieux avant ». Si Coluche et des proches n'étaient pas morts, ils en seraient morts, dites-vous. Ouais, aujourd'hui, Coluche, si on imagine faire un sketch aujourd'hui, ça serait... Mais il serait... Ou on lui dirait qu'il est d'extrême droite, ou on dirait qu'il est raciste, ou on dirait... Mais c'est impossible, c'est de l'humour. Quand on fait de l'humour, il faut enclencher dans le cerveau pour tout le monde le 10e degré. Parce que sinon, mais on est perdus tous. Et si on vit au premier degré, en plus, c'est hyper chiant de vivre. De toute façon, on va tous au même endroit. Donc autant se marrer.
Il y a quelques jours, à votre place, j'avais Elie Semoun qui me disait la même chose que vous, qui parlait de cette sensibilité sur scène, notamment lui qui parle à un moment donné du conflit pro-palestinien. Il m'explique qu'il y a une sorte de froideur qui s'installe dans la salle. Vous étiez dans l'émission Vous êtes formidable, diffusée sur France 3 il y a un moment, aux côtés d'Ariane Brodier en larmes. Et vous avez aussi fait une chanson sur un sujet d'actualité. Je voudrais qu'on écoute un tout petit bout. C'est compliqué de parler de ce conflit sans se faire défoncer par des abrutis. Des lâches nous insultent derrière leur écran alors qu'ils n'ont jamais lu le Coran. Paix, solidarité et union devraient être notre religion. Au lieu de ça, on tue des gens qui croient en la Torah et même des enfants qui n'ont rien demandé à Gaza. Alors toi, qui es juif, chrétien ou musulman, n'oublie pas qu'on est tous frères, même si t'es pas croyant. Voilà, je voulais qu'on diffuse un petit extrait. Je trouve que les paroles sont extrêmement fortes. C'est très dur de parler de ça, et encore plus à la télévision, de la manière dont vous le faites. C'est très couillu pour être un peu vulgaire. Ben, c'est couillu. Après, oui, c'est couillu, mais la suite de ce texte, je chante comme toi. Oui. La chanson de Jean-Jacques Goldman. Parce que on peut pas. Ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est un drame absolu. La personne qui dit oui, mais. On peut même pas discuter. Dans n'importe quel pays, il y a un acte terroriste, tout le monde va être là pour le pays. On parle pas de politique, on parle pas de religion, on parle juste des gens qui ont rien demandé, qui étaient en train de faire la fête pour la paix en plus, et les mecs ils se font attacher. Donc je trouve qu'on a perdu aujourd'hui en France, mais même un peu partout dans le monde, on a perdu du bon sens. Il y a plus de bon sens. C'est-à-dire que je pense que ça a bougé après le Covid, ça. La société, elle est partie en couille le jour où Jean Castex, il a dit « Vous aurez le droit de boire un verre assis, mais pas debout ». Et que t'as pas un journaliste qui a dit « Putain, c'est un peu con ce que t'as dit, t'es Premier ministre, t'as bac plus 14, et tu nous dis qu'il faut boire un verre assis, mais pas debout. C'est ça que vous allez faire pour le Covid ». Ben, on est chez les dingues. Donc, et comme personne n'a rien dit, je pense qu'après, c'est devenu... il y a plus de bon sens. J'ai vu les mecs sur TikTok, ils te disent Israël ou Palestine. Mais attends, c'est pas 2 équipes de foot là. Ouais. On est chez les dingues en fait. Et on peut quand même être, ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut quand même être meurtri. Et je trouve que la communauté juive, on s'est fait casser en deux. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais il est où le bon sens? C'est pas une histoire de religion. Et c'est pour ça que je reprenais Comme toi, la chanson de Goldman, qui est absolument exceptionnelle. Parce que il explique, si toi t'étais né en 39-45, elle s'appelait Sarah, on connaît tous cette chanson, bah, tout le monde a compris que ça peut arriver à n'importe qui. Et bah, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça peut arriver à n'importe qui. Après tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a politiquement, je veux dire, moi je suis pas un politique, je suis pas là pour ça. Mais là, pour transmettre une émotion et juste dire aux gens, attention, là, ce qui se passe, c'est très grave. Ça vaudrait le coup de faire un spectacle en plus sur ça, je pense, Kevin Lévy. Sur le sujet un peu politique comme ça, ou le bon sens tout simplement. Le bon sens, ouais. Mais parce que je pense qu'il a disparu, les gens deviennent complètement barges. Ouais. Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, il est gentil, Pépère, mais il y a des vidéos que je vois passer où le gars il dit non, moi je vais pas en 2e classe avec le bétail, moi je suis juste en classe affaires et tout. Mais attends, mes gars, si t'es de gauche dans le social, mais personne ressort ces vidéos. J'ai l'impression qu'on peut tout dire et n'importe quoi. Comme le bon sens a disparu, ils y vont comme ça, c'est très très chelou, je trouve. Kevin Lévy, en parlant de chelou, ce qui est très drôle. Ouais, pardon l'expression. Non, c'est vraiment une blague. Vous êtes sur les réseaux sociaux, puisque vous en parlez il y a un instant. Vous les regardez et vous y êtes. Vous y êtes notamment avec la comédienne Aurore Delplace, désormais votre femme. C'est une histoire qui s'est très bien finie, on l'évoquait, puisque vous êtes depuis devenus parents. Et aujourd'hui, vous connaissez aussi le succès ensemble, à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous partagez le goût de la comédie, du rire, du chant, bien que vous m'avez indiqué avoir l'air très différent. C'est une histoire d'amour, mais aussi d'humour. Vous en avez fait une chanson. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire d'humour ensemble. Quand on s'est retrouvés, on a décidé de tout mettre sur l'humour. C'est-à-dire, même quand on s'engueule, il y en a toujours un des deux qui va désamorcer avec une blague. Et du coup, on se marre, mais vraiment énormément et tout le temps, au 10e degré. Et j'ai dit, putain, faudrait faire une chanson qui s'appelle Notre histoire d'humour. Tu vois, on entend notre histoire d'amour, mais notre histoire d'humour. Et c'est Aurore qui a fait paroles et musique. Et elle est venue me dire, putain, j'ai fait un truc et tout. Et on a commencé à harmoniser les 2 voix. Et après, Aaron, donc notre fils, commençait à la chanter. J'ai dit, oula, là, il se passe un truc. Donc voilà, on a fait cette chanson remplie d'amour et d'humour.
Ça commence toujours avec un Aurore sur les réseaux sociaux. On va écouter un medley. Aurore ? Ouais, Tu vas à la pharmacie, tu veux un truc ? ouais, la crème anti-rides. Bah, c'était voilà, fais un lifting. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis pas besoin, t'es sublime. Aaron, t'aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur? Non. C'est bizarre. Aurore ? Ouais? J'amène ta mère à la gare. Bah, par demain. Oui, mais je veux vraiment pas qu'elle rate le train. Ah, c'est stéréo. Aurore ? Ouais? T'as fait quoi aujourd'hui ? Je vais faire un son de visage. Et c'était fermé. Je suis désolé. Aurore ? Ouais. Et j'ai pris de bonnes résolutions pour 2025 là. Ouais? Tout ce qui m'emmerde, ça dégage. Non. Si ? Ta valise est dans l'entrée. Mais c'est super, tu vas stresser avec le petit comme ça. Ah, Merci. Non, en fait, c'était pas une bonne idée. Aurore, Ouais. je me sens pas très bien là, je suis pas sûr de venir demain soir au Non, réveil. non, non. Si tu fais ça, ma mère, elle te parle plus. Bah tu vois, j'étais pas sûr, maintenant je suis sûr. La bonne nouvelle. J'aurais pas dû faire ça plus tôt. Aurore, Ouais? on est d'accord, j'ai pas le droit de te tromper. Bah non. Même avec Charlize Theron ? Non. Tu le sauras jamais. Non. Ça n'arrivera jamais. Ce rire est communicatif, mais Voilà. c'est incroyable. D'ailleurs, quand vous écoutiez les extraits il y a un instant, Kevin vous dit ah là là, ce rire. Bah ouais, c'est un rire. Et quand elle rit, c'est x7. Faut compter. C'est vrai, toujours cette Ce fois. qui m'inquiète par contre, c'est qu'Aaron, quand il rit, ça fait un peu. Et je dis ah non, pas deux à la maison, là, je vais pas tenir. Ça se communique souvent des situations de couple dans la vie quotidienne. Vous titrez souvent avec cette phrase « Je ne suis qu'un homme ». Ouais. Vous cartonnez ensemble sur les réseaux, notamment avec vos Instagram respectifs, Kevin Lévy officiel et Aurore Delplace. Plus de 600 000 abonnés tous les deux réunis. Vous êtes un peu le un gars, une fille des réseaux sociaux. Est-ce qu'on vous a peut-être proposé de reprendre ce concept télé ou est-ce que vous aimeriez ? Je vous verrai tellement. Ah bah ouais, nous aussi, mais passer derrière Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Oui, mais c'est mieux que les rediffusions du Jardin et l'ami. C'est vrai, mais ça a déjà été fait, et ça a été fait à l'époque où la télé était un poil plus libre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Jean joue un peu un gros beauf et Alexandra, elle joue un peu une hystérique, quoi. Et donc c'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, s'il fallait le lisser, ça serait dommage. Il faudrait vraiment qu'on y aille à fond, comme on est dans la vie. Mais il y avait Isabelle Camus qui était la productrice d'Un gars, une fille qui m'a dit putain, aujourd'hui ça le ferait avec vous, quoi. Et ben ouais, Oui, je savais pas. mais je sais pas si c'est, je sais pas, on nous l'a pas proposé directement. Non, mais il faut le demander. Mais il faut le demander. Voilà, D'accord, il faut le ben demander, on va écrire, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Vous jouez aujourd'hui chacun dans des séries télé respectivement basées à Montpellier, elle dans Un si grand soleil depuis 6 ans dans le rôle de Johanna Lemeur et vous dans Demain nous appartient. Vous avez peut-être envie de rejouer ensemble. Ah ouais, bah j'adorerais qu'on ait un. Ouais, bien sûr, j'adorerais. Bah, j'ai écrit la série Cocu aussi par rapport à ça. Comme ça, on aurait les rôles ensemble. L'autre scénario aussi. Mais bah oui, j'adorerais qu'on joue tous les deux. Bah, on se connaît par cœur. Ça ira très vite. Hein. Je vous verrai vraiment très bien. En parallèle, vous avez fait vos débuts à la télévision. Faut le rappeler, dans la série Profilage sur TF1, coécrit et joué dans la série humoristique Faut pas pousser, diffusée sur l'Énorme TV. Participé également à la grosse émission sur Comédie Plus, produite par Hanouna, et au cinéma dans le film de Jean Bécard, Bon Rétablissement, dans les nouvelles aventures de Cendrillon sur Netflix, je crois, et sur petit écran. Beaucoup d'autres choses évidemment en plus de cette série. Est-ce que vous avez un rôle rêvé ou un projet rêvé aujourd'hui, Kevin Lévy ? Je rêverais jouer une grande fresque française, tu sais, genre Marcel Pagnol, tu vois, ou Marcel Pagnol, Les Misérables, genre Jean Valjean, mais tu vois, une grande histoire française comme ça. Ou alors un rêve que j'ai depuis toujours, j'adorerais tourner pour Alexandre Arcadi. Ah bah alors là, serait on peut peut-être faire quelque chose pour incroyable. Vous. Ouais. Je vous donnerai le numéro à la sortie. Ouais, promis. Dans un instant, on parle musique avec Fabien Martin. Radio J. Bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle. Bonjour Kevin. Alors on parle musique. Enchanté. Kevin, en voyant le titre de votre spectacle, j'ai évidemment envie d'évoquer la fidélité
mais pas la fidélité au sein du couple. Non, ça va, celle-là c'est bon, on la connaît. Je vais plutôt vous parler de la fidélité aux choses de notre enfance, de notre adolescence, et aux chansons qu'on écoutait et qu'on aimait quand on était plus jeune, il n'y a pas si longtemps. Selon une étude scientifique très sérieuse, oui parce que ça m'arrive de lire des études scientifiques, voyez-vous, c'est à l'adolescence entre 12 et 16 ans que nos goûts musicaux se forgent. Cela devient une sorte de matrice musicale dont on a du mal à sortir une fois adulte. En bref, on écoute toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est la bande-son qui nous accompagne lors de nos premières expériences sociales, amoureuses, identitaires, toutes ces étapes qu'on vit plus intensément. Après 30 ans, travail, routine, enfant, on est sur une autoroute lancée à 130, 140, terminée, rideau. Alors on passe des heures à la recherche d'un son à la fois nouveau et familier qui nous ferait vibrer et souvent on doit se rendre à l'évidence. On a pris un petit coup derrière la tête. Pas toujours évident, me direz-vous, de passer de Brassens à Booba. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir de beau à se mettre sous la dent, sorti ces derniers temps, et qui pourrait nous remplir l'estomac pour les années à venir ? Eh bien, on a du Laurent Barden. Laurent Barden, saxophoniste, producteur, arrangeur, compositeur, beaucoup de casquettes pour beaucoup de projets. Passé par le CNSM, membre fondateur de Ponyhawks, un des groupes de rock français les plus importants de ces 15 dernières années, Laurent Barden est aussi l'un des visages les plus inventifs du jazz actuel dans l'Hexagone. Il y a quelques mois, il sortait une réédition de son 3e album, Eden Beach Club, avec son groupe le bien nommé Tigre d'eau douce. Ligne de basse irrésistible, percussions exotiques, un paysage sonore qui invite à lâcher prise. Les influences de Laurent Barden viennent du jazz éthiopien, de John Coltrane, de la soul des années 70, Marvin Gaye, Bill Withers, de la suavité d'une Shadé, et on y retrouve même des traces de la fantastique BO de Disney, le livre de la jungle, par exemple dans ce titre, La marche des animaux. Je ne vais pas vous faire le coup de l'invitation au voyage, mais avec Eden Beach Club, ici commence la mer et surtout ici commencent les souvenirs de vos heures les plus douces. Cet album est conçu comme un endroit imaginaire, un club fantasmé. Barden dit qu'il veut créer des disques dans lesquels on puisse habiter, pas seulement écouter. Cocotier en 3D, jazz sous les tropiques, cocktail à gogo. On pourrait presque lui trouver un slogan marketing comme un disque acheté, un mojito et un transat offert. Alors pas d'invitation au voyage, non, mais quand même un petit peu avec un extrait du titre Luxe, calme et volupté. Ah, on aime beaucoup ça. Moi aussi. Il faut dire que quand j'écoute ce titre, Cyrielle, je pense immédiatement à Emmanuel Macron, notre cher président, oui, qui souhaite voir se repeupler la France. Et je me dis que la sensualité de cet album pourrait bien aider nos concitoyens à remplir leur mission quand le samedi soir pointe le bout de son nez. Il faut dire que l'ambition de Laurent Barden sur ce disque était d'arrêter de faire de la musique torturée comme il avait pu en produire auparavant et de revenir à un fondamental de ce job, le plaisir. Le plaisir à faire ce qu'on produit et le plaisir à offrir aux autres. L'envie de faire danser les gens et de balancer de la good vibe, comme on dit dans les milieux autorisés. Écoutez donc ce titre avec Jan Haddad en featuring de luxe et en français dans le texte. J'aurais voulu, oui j'aurais pu faire mieux. Me réveiller plus tôt, ouvrir enfin les yeux. Alors la question d'après qui se pose, Cyrielle, Kevin, elle est simple. Est-ce que c'était mieux avant ? Selon une étude scientifique très sérieuse, oui parce que ça m'arrive de lire des études scientifiques, eh bien la réponse est oui, c'était mieux avant. Les experts sont unanimes, les experts sont formels, c'était mieux avant et j'en suis sincèrement désolé. Mais attention, ce n'est pas une raison pour rester coincé dans le métaverse de votre passé et tout cela me fait d'ailleurs penser à cette phrase attribuée à Françoise Sagan. Se marier à 18 ans, c'est comme dîner à 18 heures,
on finit toujours par grignoter quelque chose dans la soirée. Merci beaucoup Fabien Martin, comme toujours. Merci beaucoup pour cette chronique délicieuse aujourd'hui. Ça vous a beaucoup fait rire, je crois. Ouais, j'adore. Puis la voix, belle voix là, comme ça, bien chaude, bien chaleureuse. Bravo. On est bien d'accord. Merci beaucoup Fabien. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Kevin Lévy. Kevin Lévy, acteur, chanteur, danseur, humoriste. Vous savez tout faire, mais ce que vous faites le mieux, c'est pardonner. Vous avez écrit tout un spectacle après avoir grillé votre copine en train de vous tromper. Et vous avez aussi pardonné à vos parents de vous avoir appelé Kevin. Donc globalement, vous n'êtes pas rancunier. Après, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Comme disait Nietzsche ou Jennifer dans Au Soleil, je les confonds toujours. Alors, à quelque chose, malheur est bon, comme disent les gens qui n'ont pas vraiment de problème. Mais je suis très impressionnée, Kevin Lévy, par votre capacité à transformer un événement pas très chouette en un spectacle à succès. Et j'aimerais vraiment savoir comment vous avez réussi. Parce que moi aussi, il m'arrive que des merdes. L'an dernier, je me suis fait larguer 8 fois par message. Ils sont tous retournés avec leur ex. D'ailleurs, je lance un business. Si des auditeurs veulent reconquérir leur ex, écrivez-moi sur Insta. Vraiment. En moyenne, ça prend 2-3 dates. À chaque fois, ils m'envoient un petit message en me disant que je suis super, mais qu'ils ne sont pas prêts à me donner ce que je veux. Même moi, je ne sais pas ce que je veux, mais apparemment, Antoine de Tinder a l'info. Ravi. Non, les gens vont très mal. Il y a quelques jours, j'ai découvert que le mec que je datais depuis des semaines était papa. Voilà. Non mais attendez, l'histoire est affreuse. Je suis allée aux toilettes chez lui dans la nuit. Je me suis trompée de porte. Je suis tombée sur une chambre d'enfant. J'ai trébuché sur un jouet musical et lumineux. Une comptine s'est mise en marche. Il était 4h du matin. J'étais ivre. Même dans mes plus grands cauchemars, je n'ai pas imaginé une scène aussi terrifiante. La semaine dernière, un coiffeur m'a mis un vent. Oui. Je suis arrivée chez un visagiste, un peu branchouille. Il m'a regardé mes cheveux avec dédain. Vraiment, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est cassé, c'est cassant, c'est jaune, c'est blanc, c'est marron, il n'y a rien qui va. » Je suis désolée, mais là, je prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. On se parle d'un balayage, pas d'une opération à cœur ouvert. Il m'a vendu 100 balles de masques et de compléments alimentaires en me disant « On se refait un point dans 3 mois. » Alors, on va pas couper les cheveux en 4, mais je vois ça comme un deuxième date. La suite arrive comme un cheveu sur la soupe. Voilà, papam. Mais je crois que vous êtes en train d'écrire un film, Kevin Lévy, qui s'appelle Dans mes rêves. Dans nos rêves. Dans nos rêves, ouais. Pardon. Une idée que vous avez eue, je crois, dans un rêve. Voilà. Alors, moi, le dernier rêve dont je me rappelle, c'est moi qui marche sur une plage pendant un orage avec des barrières qui apparaissent et un oiseau qui m'arrache les cheveux. ChatGPT l'interprète comme un besoin de renouveau. Moi, je pense surtout que ça ferait un très mauvais film ou bien un truc projeté dans une salle d'arrêt d'essai et adoubé par le stagiaire de Télérama. Mais tout vous réussit, Kevin Lévy, notamment avec votre épouse Aurore Delplace. Vous êtes un peu les Bill et Hillary Clinton du petit écran, un genre de power couple qui a survécu à la tromperie. Vous jouez tous les deux dans des feuilletons à succès avec des titres qui ressemblent à des noms de bouquins de développement personnel. Un si grand soleil, demain nous appartient. J'imagine la couverture, une phrase genre « Pour arrêter de remettre le bonheur à la semaine prochaine ». C'est très bon. D'ailleurs, je suis très souvent à 7. Si jamais je peux venir faire la groupie au spoon ou de la figuration, n'hésitez surtout pas. Je fais genre, mais j'ai regardé Plus belle la vie pendant des années. Et moi, pour le coup, je suis très fidèle à Marseille et au bar du Mistral. Dans la série, parce que sinon, j'ai aucune fidélité en ce qui concerne l'alcool. Je bois à tous les râteliers. Et je pense qu'on a là notre point commun, car j'ai découvert que vous aviez écrit une chanson qui s'appelle « Le vin, c'est divin ». Oh, putain, ouais. Et alors ça, rime riche, par ailleurs. Autant vos vidéos de couple, votre enfant et tout, ça me passionne pas. Autant votre chanson sur le pinard, là, on tient vraiment quelque chose. Bien sûr. Parce que vous êtes un touche-à-tout, Kevin Lévy. Que ce soit à travers vos chansons, vos vidéos, votre spectacle, vos séries, vous parlez à tout le monde et surtout, vous avez une capacité à relativiser. Et ça fait tellement du bien. Vous avez été trompé, mais vous ne vous trompez pas. Et surtout, vous ne nous trompez pas. Alors, pour vérifier que je ne me trompe pas sur vous, je serai à la Cigale le 5 avril pour vous applaudir. Et si vous cherchez une première partie, n'hésitez pas à m'appeler.
mariée. D'ici le printemps, je me serais faite larguer 4 fois. J'aurais besoin d'exorciser. Bravo. Merci beaucoup Adèle Salomon pour cette chronique. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. C'est le débrief, je n'en dis pas plus. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Kevin. Salut. Dans mon cabinet, j'ai 3 types d'hommes. J'ai les hommes qui viennent me voir, ceux qui sont sensibles. Ceux où c'est leur femme qui me les apporte. Et le 3e type d'homme, c'est celui qui est vraiment au fond. Ça veut dire qu'il a écouté personne et je suis le dernier espoir. Alors vous me direz, lequel peut-être vous êtes? Et on va essayer de faire un petit peu ce profil en parlant de vous. Ça veut dire cet enfant qui est né dans une famille recomposée, dans une famille très riche, et il a fallu trouver sa place. Trouver sa place avec un père qui était là, mais pas là, mais une mère toujours là. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'environnements, beaucoup de règles, comme vous nous l'avez dit, et un enfant hyperactif, très gentil, et qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Alors il a développé ce que j'appelle ce don d'observation, et ce don d'empathie. Ça veut dire cette sensibilité qui fait que j'observe une situation, j'essaie de ressentir ce que veulent les autres, et j'essaie d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que cette histoire de comédie musicale, de spectacle et d'humour, vous vous y retrouvez. Parce que vous êtes un détecteur d'émotions et quelqu'un qui transmet les émotions. Ça veut dire qu'il y a de la sensibilité. Un homme qui ressent, un homme qui peut pleurer, mais surtout un homme qui est à l'écoute de ses émotions. Quelqu'un qui est gentil et, comme vous nous l'avez dit pendant cette émission, qui est très tolérant vis-à-vis des autres et un observateur. Alors avec ce spectacle, vous nous présentez quelque chose qui est très important pour un homme. C'est ce qu'on appelle la honte. Un des sentiments les plus durs pour nous. Et vous nous montrez comment on peut le dépasser. Ça veut dire que comment le dépasser, c'est en parlant, comme vous le faites. Avec humour, avec dérision, avec autodérision. Cette façon que vous avez de transformer cette honte, ce que nous les hommes, on a beaucoup de mal à dire, assumer. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être remplacé, d'être délaissé. Et puis, vous avez fait votre propre thérapie. Ça veut dire que vous êtes mis à courir, vous avez fait des choses pour vous, vous êtes remis vos curseurs. Et ensuite, vous êtes en train de nous le montrer dans votre spectacle. C'est-à-dire que votre spectacle, c'est notre thérapie collective, à nous les hommes, ou peut-être à nous tous les couples. Cette façon qu'on a de faire en sorte qu'un couple, c'est pas s'aimer, c'est se réparer. Ça veut dire avancer et faire en sorte que quand on a des crises, on les dépasse. Et c'est ça qui fait qu'un couple devient plus fort. Et dans l'idée, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que je veux être aimé ou est-ce que j'aime? Et on fait les deux. Alors sur Radio J, aujourd'hui, on a appris de vous que vous étiez un homme qui fait rire parce qu'il ne veut pas pleurer. Que le caucus, c'est une métaphore qui représente toutes nos insécurités. Et que l'humour, c'est une psychanalyse populaire. Vous êtes un travailleur qui ne veut pas lâcher, mais vous savez lâcher prise. Alors, pour vous définir, il y a ces 3 mots. Cette parole, cet honneur et ce respect. Et vous êtes un homme, nous sommes des hommes, rien que des hommes. Wow. Merci beaucoup Christian Riche, notre psychanalyste. À jeudi sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Kevin Lévy. Vous êtes venu nous voir pour votre spectacle Cocu en tournée à la Cigale le 5 avril prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Je suis très touché par vous tous, le talent. Et merci de m'avoir invité. J'étais déjà ravi d'être un coup de cœur. Et maintenant que vous ayez travaillé sur moi, je suis extrêmement touché de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin Lévy. On se dit à demain dès 15h sur Radio J.